Après une semaine de délibération, l'Assemblée des experts iranienne a choisi Mojtaba Khamenei pour succéder à son père au poste de guide suprême du pays. Près de 5000 Français rapatriés des pays du Golfe ce week-end. Des avions en provenance d'Oman ont atterri à Paris, mais le retour de milliers d'autres ressortissants prendra du temps. C'est le choix d'une ligne dure et de la continuité en Iran. Mojtaba Khamenei a été choisi dimanche pour succéder à son père, l'ayatollah Ali Khamenei, en tant que guide suprême iranien. L'Assemblée des experts du pays l'a nommé après une semaine de délibération, suite à la mort d'Ali Khamenei le 28 février, après 37 ans au pouvoir. Son fils Mojtaba est un religieux de 56 ans qui entretient des liens étroits avec le corps des gardiens de la révolution islamique. Il a été nommé à la tête de l'Iran sans avoir jamais occupé de fonction gouvernementale. Sa nomination suscite la controverse, certains Iraniens estimant que la transmission par héritage du titre de guide suprême établit un parallèle avec le régime du Shah, renversé par la révolution islamique il y a 47 ans. Avec cette nomination, l'Assemblée des experts fait le choix d'une ligne dure au 10e jour d'une guerre qui embrase l'ensemble du Moyen-Orient. Mojtaba serait en effet encore plus radical que son défunt père, et tout laisse à penser qu'il adoptera une position de confrontation ferme vis-à-vis des États-Unis et d'Israël. C'est désormais lui qui sera responsable des forces armées iraniennes et de toute décision concernant le programme nucléaire du pays. Téhéran détient toujours des stocks d'uranium hautement enrichis, à un niveau très proche du seuil requis pour la fabrication d'armes nucléaires. Beaucoup d'experts craignent que Mojtaba ne fasse ce que son père n'a jamais fait, se lancer ouvertement dans la course à la bombe atomique. Israël l'a déjà décrit comme une cible potentielle, tandis que Donald Trump a qualifié sa nomination d'inacceptable. Le président américain a également exigé un droit de regard sur la personne qui accéderait au pouvoir une fois la guerre terminée, avertissant que tout dirigeant nommé sans son accord ne resterait pas longtemps en place. Le bilan des victimes en Iran a dépassé les 1200 morts alors que la guerre entre Téhéran, Israël et les États-Unis entre dans son 10e jour. Dimanche, des incendies massifs ont eu lieu à Téhéran après des frappes aériennes visant d'immenses infrastructures pétrolières proches de la capitale. Une épaisse fumée toxique a recouvert la ville toute la journée. Les attaques américaines et israéliennes ont jusqu'à présent ciblé presque tout, des sites militaires aux bâtiments gouvernementaux en passant par les installations d'armement et les domiciles des dirigeants iraniens. Washington affirme que les opérations se déroulent bien et sont en avance sur le calendrier et que ces combats vont se poursuivre jusqu'à ce que tous les objectifs de guerre soient atteints. Le chef militaire israélien Eyal Zamir a demandé aux officiers de l'armée israélienne de se préparer à une guerre plus longue. Cette déclaration intervient alors qu'Israël mène simultanément des attaques contre l'Iran et le Hezbollah au Liban. Ces frappes ont visé plusieurs zones du pays dans la nuit de dimanche à lundi, y compris la capitale Beyrouth, dans ce qu'Israël qualifie de position abritant des membres du Hezbollah et des infrastructures. Selon les autorités, un demi-million de personnes ont été déplacées par les combats. En Iran, les attaques israéliennes du week-end auraient détruit le quartier général de l'armée de l'air du corps des gardiens de la révolution islamique qui commandait les missiles balistiques. Pendant ce temps, les frappes de représailles iraniennes continuent de viser les voisins du Golfe, ciblant les bases ou les intérêts américains, mais aussi des zones civiles. Beaucoup ont qualifié ces attaques d'imprudentes, le Qatar allant même jusqu'à les qualifier de trahison. Les missiles iraniens continuent également de toucher Israël, où au moins 11 personnes ont été tuées jusqu'à présent et des dizaines d'autres blessées. Les prix mondiaux du pétrole ont bondi au-dessus de 110 $ le baril ce lundi, l'escalade de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran ayant alimenté les craintes d'une perturbation prolongée des livraisons via le détroit d'Ormuz. Les contrats à terme sur le Brent ont atteint les 119,4 $, tandis que ceux sur le brut américain West Texas Intermediate ont bondi jusqu'à 118,46 $. Selon les données du LSEG, cette hausse de 30% des prix du pétrole est la plus forte augmentation journalière depuis 1988. Les marchés asiatiques se sont aussi effondrés alors que les prix du pétrole avoisinent les 120 $, enregistrant la plus forte hausse journalière en près de 40 ans. L'indice a plongé de plus de 8%, entraînant une suspension des transactions pendant 20 minutes à partir de 10h31, heure locale. Cette perturbation majeure de l'approvisionnement énergétique de la région menace de faire grimper les prix pour les consommateurs et les entreprises du monde entier.
Les analystes prévoient que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite devront réduire leur production dès qu'ils auront épuisé leurs réserves de pétrole. C'est le soulagement que l'on lit sur ces visages à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Après des jours d'incertitude aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe touchés par le conflit en Iran, les premières retrouvailles avec leurs proches de Français pris au piège par le déclenchement de la guerre ont enfin eu lieu. Des embrassades, des larmes de joie qui viennent effacer le stress de l'attente, mais cet épisode laissera des traces. J'étais pour 2 semaines à Abu Dhabi. La première semaine était assez tranquille. Le début de la dernière semaine a commencé avec les bombardements. Où là on a reçu différentes alertes sur les téléphones et là ça a commencé à être compliqué psychologiquement de se faire réveiller en pleine nuit par des alertes. En plus le bruit était assez stressant. C'est l'ambassade qui nous a donné un rendez-vous dans le bus au consulat. On a pris le bus pendant 10 heures et puis on est arrivé à Makkat et là à Oman et puis après on avait déjà compris que c'était la fin du calvaire. Ces vols affrétés par le gouvernement français en provenance d'Oman ont pu atterrir au cours du week-end. Entre 4 000 et 5 000 personnes ont pu profiter du dispositif, mais il en reste encore beaucoup à rapatrier. On parle de 15 pays qui sont directement affectés par la situation provoquée par la guerre en Iran, par la situation de conflit régional, mais ça a des répercussions partout dans le monde. Au centre de crise, nous recevons des appels de personnes qui sont à Bangkok, qui sont en Inde, qui sont partout dans le monde. C'était une période de vacances scolaires et ça fait que de nombreux concitoyens étaient un peu partout à travers la planète. On estime qu'environ 5 000 personnes sont encore sur liste d'attente, espérant un siège pour les prochains jours. Avec plus de 400 000 Français résidant ou de passage dans la région, les autorités appellent à la patience. Le rapatriement prendra du temps pour ceux qui le demanderont. Les pays de l'UE s'organisent pour soutenir Chypre quelques jours après que l'île a été la cible d'une attaque de drones iraniens. Le président français Emmanuel Macron se rend à Nicosie lundi, tandis que l'Italie annonce le déploiement de la frégate Federico Martinengo pour aider à protéger Chypre. Une série de navires militaires européens ont été envoyés pour soutenir les préparations de protection de l'île alors que la guerre continue au Moyen-Orient. Per garantire la sicurezza dei confini dell'Unione Europea abbiamo anche disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro, un atto che è di solidarietà europea, ma soprattutto di prevenzione. La Grèce, la France, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni participent déjà à la force navale européenne en Méditerranée orientale, à l'instar du dirigeant chypriote et des dirigeants des autres pays impliqués dans la protection de Chypre. Giorgia Meloni a précisé que cette initiative ne signifiait pas que l'Italie prenait part au conflit. Cependant, le président Donald Trump a déclaré à la presse italienne que Meloni essayait d'aider les États-Unis. Les récents développements ont déclenché un débat houleux sur la présence de bases militaires britanniques à Chypre. Samedi, des centaines de personnes ont manifesté dans la capitale chypriote, appelant à la fin de toute utilisation des bases dans la guerre en cours au Moyen-Orient. La Russie a lancé une attaque de grande envergure contre l'Ukraine pendant la nuit, tirant 2 missiles balistiques et 117 drones sur plusieurs régions. Une des frappes a touché un train de voyageurs reliant Kiev à Soumy avec 200 passagers à bord. Aucun blessé n'a été signalé. Cette attaque s'inscrit dans une vague de frappes russes à la roquette et aux drones visant les infrastructures énergétiques et ferroviaires ukrainiennes. Dimanche également, le président Volodymyr Zelensky et le premier ministre néerlandais Rob Jetten ont rendu hommage aux soldats ukrainiens tombés au combat et ont discuté de la fourniture de systèmes radars pour renforcer les défenses du front. Parallèlement, des drones ukrainiens ont frappé une station pétrolière dans la région russe de Krasnodar, provoquant un important incendie qui risquait de perturber le transport régional de carburant. Dans la région frontalière de Belgorod, des frappes ukrainiennes sur des installations énergétiques ont provoqué des coupures de courant et des perturbations dans l'approvisionnement en électricité, en eau et en chauffage. Des foules se sont rassemblées dimanche dans les rues de toute l'Europe pour célébrer la Journée internationale du droit des femmes et réclamer la fin des inégalités et des violences sexistes. Les femmes ont marché contre la violence, pour un meilleur accès aux soins de santé spécifiques à leur sexe, pour l'égalité salariale et pour d'autres questions dans lesquelles les femmes ne bénéficient pas du même traitement que les hommes. Cette année, beaucoup ont également sensibilisé le public aux questions relatives aux droits des femmes dans un contexte mondial de plus en plus marqué par les conflits. Les manifestants ont exprimé leur solidarité envers les femmes touchées par la guerre en Ukraine, en Iran, à Gaza et ailleurs. Selon les Nations Unies, les femmes vivant dans des zones de conflit sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexiste.
À Madrid, non à la guerre et féministe antifasciste contre la guerre impérialiste figuraient parmi les slogans inscrits sur les pancartes lors des manifestations. Madrid a également été le théâtre de manifestations distinctes en faveur des droits des personnes transgenres et de la légalisation et la réglementation de la prostitution. Our sculptures, they honor already strong women. The story behind her, knowing to create this sculpture for that woman, that I think was the most exciting part. We could create that strong personality for their mother. So this is a very, very important story for us. I put on the color and just mix the blue with the pigments, and then just it's running down the body, and this is so beautiful. I love it.